reçoit ce dimanche Abdendokour Kachendao, socio-anthropologue, Dahman Gaïdé, historien. Nous allons parler de la pandémie qui sévit à travers le monde. La pandémie a-t-elle changé ou est-elle en train de changer la nature de l'État? C'est ce dimanche 17 janvier 2021, de 10h à 11h sur e-radio, l'air du temps, avec vos serviteurs Alassane Samba Diop. Dimanche 17 janvier 2021, merci d'être à l'écoute de l'air du temps. C'est avec joie et plaisir que nous recevons dans ce studio Abdendokour Kachendao, socio-anthropologue, et Abdrahman Gaïdé, historien. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis que la pandémie sévit à travers le monde, la nature de l'État semble changer ou est en train de changer. Beaucoup se posent des questions. Ici au Sénégal, nous avons subi ce qu'on appelle le couvre-feu, l'état d'urgence, qui a été renouvelé. C'est demain, justement, 18 janvier, que le deuxième couvre-feu devra être réexaminé. Est-ce qu'il sera prolongé? Est-ce qu'il sera enlevé, comme le demandent certaines personnes? Abdendokour Kachendao, qu'est-ce qu'on peut analyser par rapport à ces couvre-feux qui ont été imposés aux populations par le gouvernement à travers le monde, et surtout que la pandémie a été un prétexte pour le faire? Merci beaucoup Alassane Samba. Je voudrais remercier les auditrices et les auditeurs de ITV et manifester toute ma satisfaction d'être toujours là. Et d'autant plus que je suis avec mon grand frère Abdrahman Gaïdé, que je remercie au passage, que je connais depuis très 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 longtemps et qui me fait toujours l'amabilité de l'amitié. Et je voudrais en profiter pour lui dire merci. Oui, je pense que Alassane, ta question renvoie à la formulation du sujet qui nous regroupe. C'est-à-dire, est-ce que l'État a changé? En réalité, non. À mon avis, l'État n'a jamais changé. Ce qui a en fait changé, c'est qu'il y a une sorte de miroir grossissant qui donne l'impression que les choses ont changé. Mais le monde n'a pas changé. Et évidemment, du coup, cette pandémie met l'accent sur des inégalités sociales, spatiales, économiques et renvoie à nos propres responsabilités et à nos propres culpabilités dans des contextes où ces enjeux n'étaient pas débattus sur l'espace public. Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il faut ramener la complexité de ce débat sur l'espace public pour trouver un écho et pour que nous puissions regarder les complexités sous-jacentes. Alors, et du coup, cette question nous renvoie à une autre question très importante, c'est une sorte de faillite des démocraties face à cette pandémie. Les autorités se retrouvent littéralement à négocier et à renégocier des consensus sur la manière de lutter ou de faire face. Et on se rend compte finalement que la parole des experts les plus pointus et les plus expérimentés n'a pas permis de résoudre les questions, bien au contraire, ou en tout cas c'est une parole qui n'est pas devenue suffisante. Et je pense que c'est une caractéristique de ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, partout, les gouvernements ont des problèmes pour faire face à ce que on va dire, la complexité des discours publics et du coup, chacun peut s'installer ou comme un expert ou bien comme simplement quelqu'un qui produit du sens. Et tout cela est très complexe pour les gouvernements et c'est sans doute cela qui explique toutes ces questions. Et du coup, pour moi, l'autorité, au sens singulier du terme, a été chahutée à travers cette crise. Et on le voit bien avec, évidemment, le couvre-feu, qui se passe ici ou ailleurs, et il y a plusieurs interrogations qui s'installent dans les imaginaires. À quoi ça sert? Pourquoi nous le faisons? Est-ce que ça permet de résoudre le problème? Mais au-delà du couvre-feu, c'est aussi toute la logique de ce que Klein appelait évidemment la stratégie du chaos. Et je crois que nous devons réfléchir sur comment aussi la Covid nous installe dans cette sorte de stratégie du chaos, voulue ou non, d'autant plus que certains en profitent pour confisquer des libertés démocratiques et sans compter évidemment les logiques de décision unidirectionnelle qui s'installent dans des contextes évidemment où il y a quelque chose qui devrait être du genre comment nous nous percevons nous-mêmes
dans nos contextes et comment nos contextes peuvent être des éléments producteurs de sens qui permettent de prendre des décisions plus rationnelles ou en tout cas contrastées qui tiennent compte de la complexité des acteurs. Oui. Cette question a été posée à Abdourahmane Guédé concernant les libertés. Certains estiment que la pandémie a bon dos. C'est un prétexte pour beaucoup de gouvernements à travers le monde, surtout en Afrique, ici au Sénégal, de confisquer les libertés des gens, de s'associer, de manifester s'ils ne sont pas contents. Merci d'abord Alassane pour cette invitation et je remercie Ndoukour d'avoir aussi accepté de venir discuter avec moi. Il a dit tout à l'heure que c'était mon grand frère, mais c'était mon petit frère, mais c'est celui-là qui m'a géré, puisque il y a quelques années, c'est lui qui gérait un programme au cours de Syria qui m'a permis d'approfondir des questions que je traite encore aujourd'hui. Notre première rencontre physique remonte à 2002 et c'était en Ouganda où il y a une confiscation justement des libertés par le biais de la coupure d'Internet. Bon, bref, revenons ici. Je crois que tout à l'heure, Ndoukour a dit que rien n'a changé et tout d'un coup, vers la fin, il a parlé quand même de confiscation des libertés. Je crois que nous sommes en train de vivre, ou nous avons vécu des choses qui étaient à un moment donné, je crois, obligatoires. Puisqu'il faut qu'on arrive d'abord à faire l'état des lieux du confinement dans le sens de l'impact imaginaire que cela a pu produire et dans le sens aussi des leçons pratiques qu'on aurait pu tirer justement de ce confinement-là et des couvre-feux. Moi, je vous ai dit ici justement que je suis un habitué, j'ai grandi dans les couvre-feux, je sais ce que ça signifie, ce n'est pas étrange pour moi, mais c'était des couvre-feux délibérés, liés à une politique intérieure. Mais les couvre-feux que nous sommes en train de vivre à travers le monde et qui ont repris en France hier, aujourd'hui je crois à partir de 18h, ne me semble pas être une forme de confiscation des libertés individuelles ou du rétrécissement de l'espace public. Mais c'est-à-dire qu'on nous démontre là que notre responsabilité individuelle est engagée. Et il ne faut pas se tromper. Je dis d'ailleurs en tant qu'historien que 2020 n'a pas disparu. Nous ne sommes pas en 2021. 2020 continue. Puisque l'essence de 2020 en tant qu'historien continue. L'essence de 2020, c'est ceci. C'est le communiqué ministériel de 10h du matin. On aurait dû décaler peut-être votre émission de 10 minutes pour qu'on puisse écouter le communiqué. Puisque c'est devenu une tradition naturelle et qui va avec la réalité dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et qui donne à l'État l'impression d'être lui-même capacitaire de mettre en place le moment, un moment d'attention collective face aux bulletins de santé d'abord local, plongé dans le bulletin de santé global. Et le ministre de la Santé est devenu le centre nerveux de l'État. C'est lui qui communique à 10h les cas, jusqu'au point de nous dire le conseil du jour, les recommandations du jour. Chaque jour, depuis plus d'une année, l'État joue le rôle de père de famille en nous disant ce qu'on nous disait quand on était petit. Bul génni heure bi, da ngay dellu heure bi. Ce pape moo la ko doon wax. Maintenant, l'État lui-même se permet de le dire. Donc, il y a un changement profond qui signifie qu'on est dépossédé même quelque part, sans exagération de ma part, de notre décision, de notre prise de décision, puisque lié à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas du tout arrêter du jour au lendemain. Et on a vu que l'État, depuis une année, soigne tout le monde, de A à Z, avec des dépenses énormes. Moi, je me demande d'ailleurs, d'ici quelques mois, si ça doit continuer, est-ce que nous arriverons à payer nos salariés si nous devons... Je ne le souhaite pas. Mais aujourd'hui, il y a une progression de la maladie liée peut-être à l'élargissement
des populations qu'on teste, puisque plus on va à 2000 testés, on arrive à 200. Donc, moi, je fais de petits calculs, je ne suis pas un statisticien, mais je dis, si on teste 10 000, on aura peut-être 2000 cas. Donc, attention, il ne faut pas que nos lits s'épuisent et que la possibilité de venir en charge, de prendre en charge justement les malades critiques soit dépassée. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, moi je le surveille sérieusement, le cas contact me rend malade. Bon, donc, pour conclure, l'État est devenu notre papa. Il sort de l'argent chaque jour. Donc il faut que cette pandémie aussi n'est pas une occasion de confiscation des libertés en jouant sur la peur que cette pandémie fait à travers le monde, et pourtant les statistiques montrent qu'elle ne tue pas plus que les autres maladies à travers le monde. Ce n'est pas une occasion de brider certaines libertés. Oui, je pense que hier j'en parlais d'ailleurs. C'est-à-dire que si nous voulons avoir une évaluation statistique précise et qui donne du sens, parce que qui est fondée sur la comparaison, si vous n'avez pas de données comparatives, vous n'avez pas une évaluation et une interprétation, on va dire, plausible. Or, le plus simple, c'était aussi aux côtés des statistiques qui sont, on va dire, déclinées tous les jours et qui concernent essentiellement la Covid, on aurait pu se poser une question simple. Quelles sont les statistiques, par exemple, pour le paludisme, qui reste encore une maladie majeure, pas simplement au Sénégal, mais en Afrique? Quelles sont les statistiques liées, par exemple, au sida, qu'on a commencé à reléguer également au second plan? Et quelles sont les statistiques pour les autres maladies virales, les hépatites, etc. Donc, je crois que l'approche communicationnelle que j'appelais tout à l'heure unidirectionnelle, c'est le fait de continuer à donner l'impression que tout se résume autour des statistiques sanitaires relatives à la Covid. Or, il faut quand même avoir une base comparative pour se rendre compte, même en termes de politique publique, comment aussi il faut gérer les autres pathologies qui étaient quand même les pathologies dominantes au niveau de nos structures de santé. Et du coup, je crois encore qu'il y a une confiscation des libertés publiques parce que l'élément essentiel justificatif et des couvre-feux et de tout le processus sur le plan du management et du pilotage stratégique de cette crise, c'est que quand même, il faut donner l'occasion que les autres statistiques soient visibles. Parce que si on ne sait pas que le palud est encore plus important, ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de Covid. Bien au contraire, on a tiré les leçons de la première vague qui était que ce pourquoi nous avons peur avec la Covid, c'est qu'il y ait un dépassement des lits ou bien des structures de santé, c'est tout. Alors ça, c'est un vrai problème, oui, mais au côté, on ne peut pas faire tabula rasa de ce qui se passe pour les autres pathologies dominantes, particulièrement dans nos pays sahéliens, et c'est là où je continue de penser qu'il y a une réévaluation critique qu'il faut faire pour quand même ramener sur le champ également des comparaisons qui permettent d'avoir peut-être des attitudes qui sont moins irrationnelles ou bien qui permettent d'avoir encore peur ou qui font peur et du coup c'est une sorte de brouillard parce que simplement on a décidé de ne pas aussi être dans la comparaison statistique. Mais dans le même moment, on prend des lois à l'Assemblée nationale d'habilitation qui permettent aux chefs de l'État, dans certaines circonstances, de prendre des mesures, les préfets, les sous-préfets. Oui, mais c'est presque un État policier qui est revenu dans des contextes où quand même nous avons suffisamment de données à la fois sociologiques, anthropologiques et statistiques pour avoir un comportement, on va dire, moins répressif qu'on est en train de... On dirait que nous sommes en guerre. En réalité, nous ne sommes pas en guerre. Une pathologie mondiale s'est installée dans des conditions qui sont connues, dans des contextes qu'il faut relativiser. Notre contexte n'est pas le contexte, par exemple, de l'Espagne ou de la France. Par conséquent, on ne peut pas donner l'impression que nous sommes dans une sorte de guerre généralisée où tous les indicateurs sont au même niveau. Je continue encore de penser que tout cela relève également quelquefois de la politique politicienne et qu'il n'y a pas de raison qu'on soit sur des logiques d'état de siège ou sur des logiques d'état d'urgence parce que de toutes les façons, comme je dis,
s'il y a un état d'urgence qu'il fallait peut-être décréter, c'était avec le paludisme, par exemple. C'était avec d'autres pathologies. Après, il faut bien qu'on se comprenne. Je ne suis pas en train de dire que la COVID, c'est rien. Mais la COVID, elle est également enchâssée dans un contexte de maladie qu'il faut évaluer, je pense, avec beaucoup plus de responsabilité et qui fait qu'on n'a pas le droit, à mon avis, d'aller dans ces extrémités. Est-ce que justement cette Covid n'est pas une belle occasion pour les pouvoirs en Afrique, et surtout dans nos pays, de corser les lois, de confisquer les libertés des citoyens? Je crois que c'est ça qu'il faut peut-être essayer de cibler et comprendre une chose que personnellement, dès le début, je l'ai écrit noir sur blanc, il faut s'attendre au moins à 3 mois de dictature éclairée. Puisque tout simplement, cela me semblait être irréversible, dérivé à cet État qui semble vouloir reprendre tout, au point que la décentralisation de la décision va jusqu'au sous-préfet. Moi, en tant qu'observateur, je ne défends personne. Je suis un individu susceptible d'être victime de la maladie, puisque je suis presque dans le 3e âge là maintenant. Bref, la décentralisation de cette prise de décision au niveau des préfectures et des gouverneurs me semble, je peux l'expliquer, je peux tenter de l'expliquer, puisque tout simplement, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a apparition de nouvelles variantes liées presque, je m'excuse d'utiliser le terme que je n'aime pas, national, au point que la surveillance des frontières et la prise de décision de la fermeture des frontières doit être rapide peut-être. J'essaie d'expliquer toujours, je n'essaie pas de défendre qui que ce soit, puisque tout dépend du ministère de la Santé et du thermomètre. Puisque nous, c'est l'instabilité de mercure dans le thermomètre qui décide de la politique maintenant. Et c'est lié certainement aux scientifiques qui sont là. Puisque moi, je ne peux pas comprendre les décisions si je ne les analyse pas à travers les décisions des scientifiques et des experts expérimentés dans la matière et qui suivent la maladie quotidiennement, pays par pays, cas par cas. Je crois que les gouvernements, si je puis m'exprimer en wolof, dañuy sukkandiku qui sur les résultats du jour, résultats mondiaux, pour produire du contre-pouvoir contre nous. Maintenant, quel serait le rôle du citoyen en tant que tel, le rôle de l'individu qui doit se défendre contre la maladie en tant que tel, parce qu'on est fracturé en tant qu'individu, ne devant être ni attaqué par la maladie, ni être transmetteur, mais citoyen aussi, devant défendre ses prérogatives qui doivent être assurées par l'État, et que l'État est en train de rogner, puisque tout simplement s'appuyant sur une pandémie qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez par exemple, l'exemple de la Tunisie est là. La Tunisie a décrété un confinement à la veille de l'anniversaire des événements qui ont produit le gouvernement. Donc on doit se poser des questions. Moi, si j'analyse, je sais que c'est un processus qui était presque prévisible. En tout cas, sans aucune prétention, je l'ai écrit dès le début. J'ai dit que nous allons vers des dictatures, et puis beaucoup d'analystes, le dernier livre d'Edgar Morin en parle, le retour de l'autocratisme. Autocratie à l'intérieur, et puis le recul de la démocratie. Tout ça doit être surveillé par une nouvelle société civile, capable de lecture aussi des communiqués. Puisque les communiqués qu'on nous donne le matin à 10h, moi je ne les... Il faut savoir les lire. Il faut savoir les lire. Moi je ne les infirme pas, puisque je considère mes collègues professeurs de médecine qui ont juré de quelque chose, qu'ils ne disent la vérité et qu'ils ne communiquent pas des chiffres faux à un gouvernement. Puisque ça c'est dit dans la société. Moi, je marche dans la société. La société soupçonne le gouvernement de mal communiquer, de ne pas dire la vérité sur la maladie. Moi, je soupçonne la société de se soupçonner elle-même victime d'une maladie
de plus en plus imaginaire, puisque le stress global, il est là. Mais ces décisions qui sont prises, vous l'aviez dit tantôt dans votre propos, elles renforcent les inégalités. Et ceux qui sont les plus touchés par ces décisions, ce sont ceux qui travaillent la nuit. La petite maman qui vend des chérés dans le quartier, le petit commerçant ambulant, celui qui vivait de l'économie de la nuit. Et ces gens, c'est des gens qui vivent au jour le jour. Ils sont impactés. Ils estiment qu'aujourd'hui, on a augmenté, entre guillemets, leur pauvreté. Oui, Hassan, avant d'ailleurs de revenir sur l'économie de la nuit, qui est une question qui fâche d'ailleurs dans son acception, on va dire large, c'est que je voulais dire qu'il faut inverser le paradigme de la centralité violente de l'État. Parce qu'en réalité, on parle beaucoup de l'État et c'est paradoxal que particulièrement dans nos contextes sociologiques, qu'on ne parle pas par exemple des communautés, qu'on ne parle pas de l'approche communautaire. Il y a quelque temps ici, je pense, professeur Chernian était de passage en tant qu'anthropologue pour démontrer comment il est important de tenir compte de l'approche communautaire. Absolument. Et on a vu encore les résistances qui sont articulées autour de ça. Vous ne pouvez pas avoir un schéma d'organisation sociale comme le nôtre et continuer à prôner simplement la centralité de l'État avec sa violence. Et donc, je pense que ça, pour un peu être dans le sillage d'Ngaïdé, c'est quelque chose qui me paraît important parce que tant qu'aussi nous ne responsabiliserons pas les communautés, pas l'État dans sa dimension répressive, parce que ça ne sert à rien. Je veux dire que ce qui réglera les problèmes, c'est que les gens se rendent compte eux-mêmes que ces questions les concernent. Vous ne pouvez pas régler ce genre de questions si les gens ne se sentent pas concernés par ces enjeux. Et ça, c'est la principale faillite, à mon avis, de cette centralité de l'État qu'on a voulu superposer alors qu'il y avait d'autres logiques communautaires qui auraient pu régler, à mon avis, au moins en partie la question. Parce que c'est ça le fond du problème. Alors, mais après, maintenant, sur l'économie de la nuit, oui, et encore, Alassane, il faut savoir que l'économie de la nuit, elle est très large. Hein. Ça va fâcher les gens, mais ça va aussi des prostituées qui travaillent. Bien parce sûr. que c'est un métier et qui ne peut plus aller travailler. Et ce qui est évident, c'est que ce type de mesures étatiques, c'est des mesures qui vont encore renforcer les vulnérabilités des plus pauvres. Et on est en pleine lutte de classe, en réalité. C'est les plus pauvres qui vont encore être impactés parce qu'il y en a qui ont encore le frigo qui sont pleins. Il y en a encore qui ont la possibilité d'avoir les moyens de résister, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Et il suffit simplement, sans être économiste, de voir la structure de notre économie pour voir que, évidemment, ce sont des mesures qui vont encore renforcer ces vulnérabilités, malgré les théories sur les résiliences. Il faut signaler que les ménages souffrent, les gens ne mangent pas. C'est peut-être un tableau, on va dire, apocalyptique, mais il est très bien encore de revenir à quelque chose qui me semble plus réel, qui est qu'on ne peut continuer à rendre vulnérables ces franges importantes de la population. C'est comme le slogan « Restez à la maison ». C'est mieux de dire comment faire pour qu'ils restent à la maison, mais en les aidant à rester à la maison, parce que la formulation change et les enjeux changent. Ouais. Parce que la première vague, il y a eu un appui de l'État pour aider les gens à tenir, à rester à la maison. Mais ce deuxième couvre-feu, il n'y a aucun appui. Et les gens estiment que de plus en plus la pauvreté les frappe. Quand vous vous promenez sur les feux rouges, vous rencontrez des gens qui tapent à la vitre pour demander à manger. Bon, taper à la vitre pour demander à manger est une tradition chez nous. Elle peut avoir augmenté. Je suis totalement en accord avec ce que Ndokour est en train de dire. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure en amont ne signifie pas que je n'observe pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il observe ici est très important d'ailleurs de parler de l'économie de la nuit. Moi qui suis marcheur et qui vis souvent dans les cafés, je suis affecté. Je ne vais plus dans les cafés le soir. Et j'oublie souvent d'ailleurs le couvre-feu. Je l'oublie parce que j'ai envie de sortir. Mais je dois me retenir en tant que responsable aussi, en tant que responsabilité. Oui, parce que le bulletin de jour annonce 172 patients, 42 cas graves et 6 décès aujourd'hui. Vous voyez, donc moi je vais vous dire la vérité. La première vague, je n'avais pas du tout peur. Et la deuxième là? La deuxième là maintenant, j'écoute le communiqué, puisqu'il est devenu d'ailleurs quelque chose d'important, communiquer. Puisqu'on écoutait les communiqués de décès quand on était petit là.
Ndiagué Radio communiqué. Bon, bref, revenons à la réalité. Là. J'ai de plus en plus peur de dire que le confinement est un luxe. Pour être confiné, il faut être peut-être dans le luxe. Et d'ailleurs, c'est l'image du paradis, le confinement. Parce que tu as besoin de quelque chose, ça arrive. Ce n'est pas ça qui existe ici. Le confinement demande forcément un accompagnement. Qui va accompagner? C'est Monsieur l'État qui va accompagner. S'il doit accompagner, il doit forcément penser qu'il doit changer lui-même ses procédures de mise en marche des réalités qu'il doit gérer. Je ne défends pas, mais c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé ici, la discussion autour du riz et de riz partout. Donc, pour être confiné, il faut avoir accès à Internet, il faut commander sa pizza, il faut commander son riz, il faut être pratiquement sur le clic permanent. Ça, c'est pour les plus nantis. Ceux qui n'ont pas de clic, qui n'ont rien du tout, ce n'est même qui pas sont dans la souhaitable. rue. Cette société n'est pas souhaitable. Je ne souhaite pas être dans une maison automatique où je dis pomme, la pomme arrive. Où je dis orange, l'orange se coupe en 5 morceaux. Non, nous allons vers ça. Et non, je ne suis pas d'accord avec cette société. Cette société va nous tuer. Donc, ce qui veut dire que ce que le socio-anthropologue dit à travers notre grand frère, qui est un grand monsieur, comment il s'appelait encore? Ibrahim Agnan. Responsabiliser les communautés, tout en n'oubliant pas que la responsabilité de la communauté ne peut se faire sans la responsabilité individuelle qui la constitue. C'est clair. Qui devient donc une masse importante pour qu'on puisse tous faire face à cette réalité qu'on ne maîtrise pas en réalité. Mais à ceux-là qui disent que soit c'est le virus, soit c'est moi. Je ne peux pas rester chez moi entre confinés. Je travaille au jour le jour pour nourrir ma famille. Si je suis confiné chez moi ou bien qu'on décrète un couvre-feu, c'est ma mort. Je suis totalement en accord parce que il faut voir tous ces gens qui sont dans la rue et qui travaillent, qui travaillaient et qui continuent encore à travailler, à braver la réalité en tant que telle. Mais c'est l'immatérialité de la vie qui les conduit vers cela. Comment donc, dans les restrictions, remettre en marche une nouvelle forme de socialisation et de gestion de ces réalités? Mais c'est à nous de créer maintenant une technique. Comment ces gens peuvent agir? Parce que si on les retire de la rue, mais c'est toute une économie qui chute, c'est l'intérieur du pays qui chute, c'est pourquoi les gens ne mangent pas. Et pourtant, dans mon village, depuis 2 jours, j'assiste à des mâles qui ramènent énormément de crevettes et énormément de poissons. Dans mon village, je ne peux pas dire que les gens ne mangent pas. Je ne peux pas dire qu'il y a accès à tout. Mais on ne peut pas retirer, puisque je suis historien. L'histoire se passe dans la rue. Elle ne se passe pas dans les maisons. Dans les hôpitaux, c'est autre chose. Mais la rue, c'est elle qui constitue l'ossature de l'histoire et même notre économie. Si on retire ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Abdou, comment gérer les invisibles, comme le dit si bien Dr Cornwells, qu'on ne voit pas, qu'on ne constate pas, mais qui vivent dans la rue? Oui, mais il faut dire que nous sommes un pays qui est dans la rue. L'économie, c'est une économie de rue, que ce soit, on va dire, les prostituées ou les travailleuses de nuit, jusqu'aux jeunes qui sont dans la rue pour vendre à la sauvette, sans compter les autres qui sont globalement dans l'économie dite informelle. Donc, c'est clair que la structure économique de notre pays, c'est une structure informelle et par conséquent, c'est une structure de rue. Alors ça, du coup, les vulnérabilités sont vite arrivées parce que simplement, il y a beaucoup de déprotection et les déprotections sont renforcées dans des contextes de Covid. Donc, les invisibles vont encore continuer, évidemment, à subir malheureusement et je ne crois pas que ça changera demain
Bien au contraire, avec les tendances qui se dégagent de la Covid, les projections sont extrêmement pessimistes. Et j'ai l'impression qu'il faut encore continuer à considérer que les invisibles vont être encore de plus en plus invisibles, mais particulièrement sous le rapport strict de vulnérabilité. Et on verra dans quelles circonstances les résistances ou les résiliences vont s'opérer. Dans tous les cas, et Alsan, il ne faut pas qu'on se le cache, nous sommes une société des invisibles et l'essentiel de nos acteurs dits économiques sont des acteurs qui sont dans la rue et qui, pour vendre du guerre-tchaf, qui pour vendre autre chose, pour ramener à la maison, pour faire vivre une économie domestique, on va dire, de base. Et on ne peut faire fi de cette structure économique qui est la base fondamentale du fonctionnement social de nos économies domestiques. Est-ce qu'il nous faut réinventer une façon de gérer ces invisibles dans nos sociétés en temps de pandémie? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont amorcées dans ce sens? Oui, mais je pense que c'est ce qu'on avait dit depuis le début. C'est-à-dire que notre problème, l'Afrique est encore en train de perdre quelque chose qui me paraît très important, pour ne pas généraliser, disons, le Sénégal. C'est qu'il faut partir de nos ressorts. C'est-à-dire la gestion de la pandémie. Après, on va être très humble parce que c'est une question aussi qui mobilise des expertises pointues, qui ne peuvent pas simplement être des expertises médicales. Heureusement qu'on n'a pas laissé cette crise simplement aux médecins. Heureusement que des historiens en parlent, des anthropologues en parlent, même s'il y a une prééminence de décision qui provient des médecins. C'est sans doute peut-être salutaire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question qui est très complexe et il faut être humble sur ça. Mais chacun peut dire ce qu'il en pense. Je pense qu'il est très important de considérer qu'il faut partir de nos ressorts. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment tiré les leçons de la première vague. Et les ressorts, c'est ce que je disais, c'est par exemple la question communautaire. On ne peut pas continuer à avoir une gestion bureaucratique et technocratique de cette question, qui est une question complexe. Après, chacun a son rôle à jouer, c'est vrai. Mais les aspects communautaires, c'est important. Partir de nos ressorts, c'est également, mais Alassane, on réfléchit a posteriori. Or, a priori, il y a des enjeux. Regarde nos structures de santé, mais il y en a combien qui ont aujourd'hui des appareils respiratoires? Regarde, disons, les déficits de façon générale. Alors, donc, l'enjeu, c'était de tirer des leçons et dès le départ de se dire, puisque nous avons une maladie de ce type, bon, qui est quand même pas très étrangère à nous, et sans doute, on va encore avoir une structure de santé qui est basée sur des maladies dites tropicales. Et donc, il faut renforcer les structures. Et je pense que la leçon principale qu'il fallait encore tirer, c'était de continuer à renforcer l'expertise médicale, à renforcer les moyens qu'il faut donner au personnel de santé, à renforcer les structures de santé. Et ça, c'est une décision, on va dire, de fait qui s'imposait. Et du coup, lorsque une deuxième vague nous arrive, ou une troisième vague, on ne sait même pas une mutation du virus qui va encore complexifier les enjeux sanitaires, au moins que nous puissions être un peu... Donc, il faut pas fuir le débat. Le débat, c'est qu'au-delà de la maladie elle-même, il y a des logiques de construction véritable de notre système de santé à qui il faut donner des moyens appropriés pour qu'ils puissent évidemment, dans la limite du possible, faire face à ce qui se dessine. Et nous savons tous ce qui se dessine. Est-ce que c'est l'une des leçons que l'État doit tirer, renforcer l'étude de santé, au lieu de renforcer la répression? Oui, je crois que effectivement, c'est ça. Il y a plusieurs leçons à tirer à mi-chemin. Puisque moi, je dis toujours que nous avons la chance d'obtenir le condensé des analyses des autres sociétés avant que nous n'ayons nous-mêmes analysé nos sociétés. Puisqu'il y a des livres qui sont sortis, pointus, sur ce qui s'est passé durant les confinements et durant les couvre-feux en Europe et un peu partout. Nous pouvons, justement, prendre cette quintessence et la comparer avec ce que nous avons vécu pour tracer de nouvelles perspectives. L'une des nouvelles perspectives qu'il faut tracer, c'est la reconstruction justement du système de santé. Et nous avons constaté la valeur centrale des techniciens de santé. Toute la chaîne, du balayeur, du couloir, jusqu'au professeur d'université. Et que je crois qu'il y a une nouvelle forme de corporation à l'intérieur du système de santé qui est en train de se poindre à l'intérieur de la pandémie, qui doit déboucher sur une amélioration
conséquente des conditions sanitaires. Et l'une des leçons, c'est aussi décentraliser les plateaux de santé. Parce que c'est pourquoi, justement, c'est accompagner les gouverneurs et les sous-préfets qui vont prendre des décisions d'enfermement de la société en leur donnant les possibilités de soigner les citoyens sur place. C'est ça aussi qui est l'enjeu. Mais nous constatons dans la foulée qu'il y a 4 pôles qui concentrent ces Thiès, Dakar, Kaolack, Touba, qui reviennent de manière régulière. Mais moi, je n'ai pas les petits gox, les petits villages. Je ne sais pas combien de malades il y a eu à Fongolimbi. Ouais, ça a commencé dans les petits villages. Oui, donc moi, ces statistiques me préoccupent parce que je dois comprendre pour mieux avoir une vision nationale de la chose. Sinon, je serai concentré dans les cités. Bon, il y a autre chose aussi qui doit, je pense, nous Parce que là, réveiller. vous avez par exemple Saraya, vous avez Djouloulou, vous avez Guiguinéo, il y a Kafrine, Kébémer. La maladie semble être diffusée un peu partout. Ça, c'est très important. Ça nous donne une cartographie générale de la chose. Saraya, quand même, c'est très loin. Hein? Oui, c'est très loin. Mais c'est frontalier à quelque chose aussi. C'est très proche aussi. Hein, c'est frontalier de quelque chose aussi. Bien sûr. Donc, il y a un double enjeu, un double transnational et un double national, je ne sais pas. De toutes les façons, il y a aussi un élément qui revient dans les discours et souvent qui me fait trembler, c'est cette idée de résilience permanente. Il faut qu'on arrête la résilience. Il faut qu'on arrête de toujours nous dire résilience, résilience. Alors que la résilience, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Est-ce que justement, est-ce que le mot résilience n'est pas un prétexte de gouvernant pour encore dire aux gens supporter la chose? Entre-temps, nous, on ne diminue pas le train de vie de l'État. On continue à avoir le Conseil économique, social et environnemental, HCCT, le gouvernement à 45 membres, des voitures gros cylindrées. Oui, le bas peuple là a résisté. Oui, ben, c'est ce qu'on disait tout le temps, c'est-à-dire après il faut voir la cartographie des acteurs et voir les enjeux qui sont derrière. Les gens n'ont pas de panneaux solaires dans certaines structures de santé pour pouvoir fonctionner. À Saraya, par exemple. À Saraya, par exemple, le voie qui n'est pas aussi loin. Et puis, mais quand même, on a de l'argent pour payer des députés. On a de l'argent pour... C'est pas un discours démagogique et populiste. Le paradigme fondamental qui devrait être mis en relation avec les questions sanitaires, c'est comment notre pays a produit depuis l'indépendance un système de redistribution inégale des richesses. Et ça impacte évidemment sur des questions qui nous rattrapent comme les questions de santé. Parce que lorsque vous regardez le fonctionnement de l'État, malgré tout le bruit qui est fait autour de oui, soyez résilients, oui, restez chez vous, oui, mais on voit bien le traitement qui est un traitement scandaleux dans un pays comme le nôtre qui est en fait fait pour un certain nombre d'acteurs économiques et politiques. Et ce n'est pas des questions qui vont se régler demain. Bon, c'est aux acteurs politiques de réfléchir à ça. Exemple, on va aller vers une Assemblée nationale. Pourquoi ne pas faire des présences de jetons? Ça permet d'avoir encore de l'économie pour le redistribuer ailleurs. Et on peut donner 1000 exemples. Donc, je pense que oui, c'est un prétexte tout cela. La question fondamentale, et c'est ce que je disais récemment d'ailleurs, il faut, Alassane, revenir à deux choses. Il faut revenir sur le Covid business, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde bien, nous sommes dans le Covid business. C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer à aller mettre des panneaux solaires dans des structures de santé qui n'en ont pas, on va aller acheter du riz pour renforcer en fait des logiques économiques ou clientélistes. Je ne dis pas que ce n'était pas bon de ne pas donner du riz, mais sans doute il y a encore des choses à dire. Donc le Covid, et sans compter tous ces Sénégalais et les autres qui se plaignent à l'aéroport, ils payent 40 000 francs pour les tests. Ils sont trop chers. Hein, c'est trop cher. Donc il y a le Covid business, une sorte d'économie de guerre de la Covid qu'on peut voir ici et qu'on peut voir ailleurs. À la différence que parfois, quand on se compare aux autres, on n'est pas sur les mêmes contextes et on n'a pas les mêmes. Donc ça me paraît important. Deuxièmement, Alassane, il faut revenir au serment d'Hippocrate. Hippocrate disait des choses très simples. La santé ou la santé environnementale, ce n'est pas simplement une structure de santé où des gens viennent avec leurs pathologies, etc. C'est également la combinaison entre l'eau,
entre l'air, entre les autres. C'est-à-dire entre donc une santé qui est une santé intégrée, qui tienne compte évidemment des aspects proprement biomédicaux, mais aussi des aspects humains et des aspects environnementaux. Mais ce n'est pas une question philosophique qui se règle d'un trait, mais au moins une réflexion devrait être amorcée pour qu'on comprenne que évidemment les questions de santé, y compris la question fondamentale de la COVID qui nous rattrape, c'est que c'est des questions qu'il faut enchasser sur une question plus large qui concerne évidemment l'économie, le social, l'environnement, etc., etc. Et je n'ai pas eu le sentiment qu'on a toujours perçu ce serment d'Hippocrate, et bien au contraire, on est sur l'autre versant d'une COVID business, et on aurait pu peut-être demander aux économistes de nous démontrer en quoi les autres invisibles sont de plus en plus pauvres et en quoi les autres visibles sont de plus en plus riches. Regardez, on dit aux gens, restez chez vous, résilience et tout. Entre-temps, on ne sent pas que l'exemple a été donné par ceux qui gouvernent, de par leur comportement, leur façon de faire, le train de vie de l'État, les institutions que certains Sénégalais trouvent budgétivores. Bon, c'est peut-être toujours le même discours que nous vivons. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous avez dit que ça date de très longtemps, c'est historique, et qu'on n'a pas pris en charge depuis l'indépendance ces choses. Mais pourquoi on n'arrive pas à changer? Mais justement, on n'arrive pas à changer. Cette pandémie m'a toujours semblé être un événement important pour qu'on puisse changer. Est-ce qu'on l'a compris? On l'a très bien compris, mais changer, il faut souvent des contraintes. Il y a des changements qui demandent des contraintes, malheureusement. Je ne le dis pas. Est-ce que ceux qui doivent changer ou montrer le changement se sont imposés ces contraintes? Ça aussi, c'est à discuter réellement. Mais si aujourd'hui, nous constatons que le chef de l'État peut prendre une décision sans passer par l'Assemblée, il y a un changement dans l'exercice du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Il y a des problèmes. Mais est-ce que nous pouvons en même temps réfléchir réellement, je veux dire, sur le processus qui a conduit à cela? Je ne dis pas qu'ils n'ont pas changé leur train de vie ou qu'ils avaient un train de vie qui continue, et il va continuer malheureusement, puisque la redistribution que nous cherchons est très difficile. Elle doit se faire obligatoirement. Je ne défends personne, mais il y a que cette maladie a démontré que la profondeur de la fracture entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ça c'est clair, partout dans le monde, on le voit. Maintenant, c'est à nous de voir comment refuser d'être bombardé chaque jour par l'idée de résilience. Moi, j'ai toujours soupçonné la résilience comme étant un élément qui nous affaiblit. C'est une surrésilience. Chaque événement, il faut être résilient. Mais non. La résilience, pour moi, je suis ancien réfugié, je sais de quoi je parle. Je vis, on m'a même demandé de faire un travail sur la résilience et j'ai dit je ne peux pas. Ça fait 10 ans. Je dis je ne peux pas puisque ce n'est pas possible de le faire comprendre. Donc il faut qu'on arrête la résilience, la surrésilience, et qu'on soit dans la production de nouvelles sociétés. C'est-à-dire qu'on donne la chance aux gens de fabriquer de nouvelles choses, de nouveaux imaginaires. Nous voyons que l'histoire continue. Vous voyez, il y a une publicité qui est contradictoire avec tout ce que nous sommes en train de chercher. Il y a une boisson qui dit « Je vais voyager, je vais toujours aller dans tous les paysages et je vais même assister aux réunions de famille. » Vous voyez cette publicité? Réunion de famille, publicité d'une boisson. Moi, je regarde ces petites choses qui ne semblent pas avoir d'impact dans nos imaginaires, alors que c'est profond. Nous sommes préoccupés par quelque chose qui est en train de nous écraser, l'État, qui est en train de rogner et de vouloir... L'essentiel, maintenant, demandons,
je deviens la fataliste, demandons au bon Dieu d'arrêter ce virus pour que l'État arrête de rogner. Sinon, si la pandémie continue, il faut s'attendre à la multiplication de ces choses. On l'a vu, les exemples sont là. Ils prennent des décisions en fonction du mercure, de l'évolution du mercure. Mais en France, c'est la même chose, la même discussion qu'il y a ici, autour des vaccins, autour de la pertinence du confinement, autour de la pertinence comment ça s'appelle, du masque. Tout ça, c'est des débats qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir des lieux dans tous les pays du monde. Maintenant, nous, Africains, nous devons profiter de cette réalité pour fabriquer de nouveaux imaginaires, fabriquer de nouvelles sociétés. Pas en contraignant, en restreignant les libertés individuelles, mais en leur donnant la chance de s'exprimer autrement et dans d'autres cadres bien réfléchis. Parce qu'on nous demande même de refaire notre espace environnemental, nos villes, comment elles fonctionnent. Et notre habitat de manière générale. Il a touché une dimension aujourd'hui qu'on a vu apparaître dans la Covid. Beaucoup évoquent aussi une dimension divine. Ils disent oui, Masmi, c'est Balala, les gens le disent, le Khalif général de Tidjane aujourd'hui avait même donné des prières à faire pour contrecarrer le virus et tout. Certains voient à travers les masques aussi un mensonge tellement mondial que le bon Dieu aurait descendu le masque pour qu'on mente moins. Oui, non, mais Alassane, je pense que dans une perspective très élargie, il faut considérer le stress global, c'est ça le stress global, fabriquer des choses. Oui, tout ça relève pour moi de la complexité des imaginaires. Moi, je ne suis pas contre que des gens continuent de penser que c'est peut-être à cause des Goudjigen, d'ailleurs, des homosexuels, que la Covid est arrivée, ou bien d'autres, même dans les imaginaires, qui disaient parce qu'on maltraitait les musulmans en Chine, les Ouïghours, là, etc. Bon, je pense qu'il faut mettre ça dans le champ complexe des discours. Mais le temps de laisser aux différents khalifs généraux et aux autres ascètes de nous résoudre cette question, pour le moment, nous aussi, nous avons une question matérielle qu'il faut résoudre. Et la question matérielle, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'au-delà du débat, il faut revenir à une politique de santé qui a ses cohérences, qui a ses renforcements et qui nous permet de nous soigner. Alassane, vous savez très bien qu'au Sénégal, vous allez dans un centre de santé ou dans une structure de santé. C'est-à-dire que l'État investit réellement dans la politique de santé, qu'on arrête de faire des discours autour de la santé, mais qu'on dise les 64 milliards qu'on a mis sur la table, voilà c'est les 64 milliards à quoi ils ont servi. Mais en plus, Alassane, c'est d'autant plus vrai c'est d'autant plus vrai, en plus, Alassane, que n'oublions pas le schéma historique. Je veux dire, nous avons eu l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est une des plus vieilles universités, qui a formé et qui continue encore de former des médecins aussi compétents. Je veux dire, nous avons un tréfonds de compétences qui devrait nous permettre, avec une politique accompagnée, d'avoir quand même des structures de santé qui nous permettent de nous soigner. Mais si vous ne pouvez pas vous soigner, qu'est-ce qui vous reste? Si vous ne pouvez pas manger, qu'est-ce qui vous reste? Alors, on ne peut pas sauter pieds joints ces enjeux de base qui sont des questions qui relèvent de la démocratie minimale. Il faut régler d'abord. Il faut régler ces questions. Et ces questions, il faut les régler parce qu'aussi, il faut revenir à la question fondamentale du paradigme de notre société, qui est une société particulièrement inéquitable. Et ça, je pense que tant que nous n'aurons pas cette réflexion pour voir, mais si on en a 1000, ces 1000 vont où? De faire une sorte de revue. À partir du moment que nous faisons une revue, on peut, je pense, avoir... Mais il y a des pays qui sont plus capitalistes que nous, mais qui ont un système qui permet quand même à leurs citoyens et concitoyens de pouvoir se soigner. Nous ne pouvons pas le faire dans la plupart des cas. Et je pense qu'il faut revenir aux questions de base, parce que la Covid n'est qu'une maladie, mais on en a encore plusieurs qui sont là et qui nous assaillent, plus d'ailleurs que la Covid. Et je pense que par conséquent, il faut réfléchir sur les politiques de santé publique. Est-ce que c'est une question fondamentale, la santé, aujourd'hui? Plus que fondamental. C'est plus que fondamental. Nous sommes surtout investir réellement sur la santé. Oui, c'est dans des chiffres seulement qu'on ne voit pas sur la réalité du terrain. Oui, mais c'est ça que nous devons réfléchir. Le discours de l'action. Au présent. On doit le réfléchir au présent et réfléchir sur la réorientation justement des investissements dans les infrastructures. Nous sommes en train de refaire les infrastructures de la circulation
mais de plus en plus, les infrastructures les plus importantes, et depuis toujours, c'est l'hôpital, c'est l'école. Maintenant, beaucoup de choses se passent entre l'appréciation de la souveraineté sécuritaire et de la souveraineté sanitaire. Et nous sommes obligés d'avoir une souveraineté sanitaire pour que nous puissions avoir la souveraineté alimentaire et toutes les autres souverainetés. Puisque tout simplement, si nous ne nous mettons pas à produire nous-mêmes nos propres médicaments, nous perdons notre temps. Nous allons toujours tergiverser par rapport à quelle molécule européenne ou chinoise utiliser, alors que nous devons nous-mêmes réfléchir sur nos molécules. Puisque la guerre nucléaire, elle est finie depuis 1945. Maintenant, nous sommes dans la guerre des molécules. Il faut qu'on fabrique nos molécules sur place. Mais pour terminer, que penser de ces gens aussi malades qu'on a amenés à Kaolack dans l'institut de santé, 33, qui étaient covidés et qui ont pris la fuite? Oui, non, mais bon, de toute façon, je pense que les professionnels de la santé s'occupent de ça. Mais ça va au-delà de ça. La réalité, je pense que dans ce pays, il y a le fait que, évidemment, la Covid sans doute fait des ravages. Et je pense probablement que les structures de santé ou les professionnels de santé, il y a des choses même qu'ils n'osent pas dire pour ne pas sans doute apeurer les gens. C'est peut-être une bonne chose. Après, ça veut dire aussi qu'il y a un problème sur la cartographie de l'inégalité des structures de santé. Alors, Dakar et quelques régions polarisent l'essentiel, alors qu'il faut donc, la réponse à cette question, c'est pas la fuite qui est pour moi un élément, on va dire, qui est important sans doute, mais qui n'est pas le fond du problème. C'est que, et je reviens à cette sorte d'obsession, c'est que nous devons encore, quelles que soient les urgences auxquelles nos pays sont confrontés, faire l'effort à ce que les Sénégalais puissent se soigner quasiment dans les mêmes conditions qu'à Dakar ou ailleurs. Autrement, évidemment, vous n'allez pas avoir des gens qui vont fuir parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas bien informés, parce que. Et c'est ça, je pense, une des leçons que nous devons tirer de cette crise et la consolider, la matérialiser, d'autant que j'ai encore le sentiment que la pandémie est en cours et elle n'est pas prête de s'estomper compte tenu des territorialités complexes qui se posent en ce moment pour tout le monde. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. On a même rogné une minute de ce temps. Toutes nos excuses à Santo pour faire le bulletin à l'instant. Merci infiniment à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à Biran Sissé. Merci à Abdou Ndokour, anthropologue. Merci à Abdrahman Nangaïde, historien. Merci de suivre la première radio-vision du Sénégal, e-radio. Merci et bon dimanche. Vous écoutez e-radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal. lépp luy xibaar mën ngeen ko am ci e-radio